Bonjour à tous et bienvenue sur ce Izu DW podcast. Je suis en direct de Vendeuvre in-game avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. On a un invité spécial aujourd'hui, Jordan. Bonjour. Jordan va être dur à présenter parce que Jordan a plusieurs casquettes. Donc on va te laisser un peu nous parler de tout ce que tu as comme occupation au sein du projet qui est assez intéressant, qui est une introduction à l'art via le musée. Ou plutôt au musée via l'art. Musée vers l'art, ouais, c'est ça. Ok, bah du coup, je me présente vite fait. Oui. Du coup, Jordan Barreiro, je m'occupe de la microfolie de Vendeuvre. Je travaille aussi à la ville numérique, donc avec Raphaël Miche que vous avez rencontré tout à l'heure. Et je travaille aussi à la médiathèque. Donc ça fait un petit peu 3 casquettes, mais du coup qui se réunissent parfaitement parce que tous les projets s'imbriquent ensemble. Et l'objectif, du coup, voilà, c'est de propager la culture, le patrimoine à travers le musée numérique, qui est la microfolie. Donc microfolie qui nous vient directement de la Villette, institution sur Paris, muséale. Et voilà, ça se développe partout en France. Il y en a plus de 200 aujourd'hui en France. Ça se développe aussi à l'étranger. Et l'objectif, c'est d'en atteindre un certain nombre dans toutes les grandes régions françaises pour essayer de retirer le plus de zones grises, là où il n'y a pas vraiment d'institutions culturelles, muséales. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'à Vendeuvre, on en a monté une. Non pas qu'il n'y ait pas beaucoup de musées, mais du coup, ici à Vendeuvre, on est dans une zone prioritaire à la médiathèque Jules Verne. Et c'était super intéressant, du coup, de pouvoir mettre une microfolie ici. Et on pouvait faire aussi énormément de liens avec les écoles de ces quartiers. C'était aussi une volonté presque politique, j'ai envie de dire. C'était de permettre aux enfants qui, du coup, sont dans ces quartiers prioritaires d'avoir accès à la culture et de développer tout ça avec eux à travers plein d'animations, d'activités. Et c'est ce qu'on fait du coup à la médiathèque et au musée numérique. Alors ça, c'est assez intéressant parce que de ce que je peux voir, en tout cas, il y a déjà la volonté de développer l'e-sport. Donc on va dire qu'il y a la culture, entre guillemets, moderne, en tout cas d'aujourd'hui, et peut-être du futur. Et revenir quand même aussi sur les bases, redécouvrir des choses un peu plus, entre guillemets, traditionnelles, ancestrales, par la même volonté politique. Donc c'est intéressant de croiser ces générations. Ça se croise. C'est exactement ça. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de parler d'un musée ici à Vendeuvre in-game. Mais alors, je suis un petit peu aparté, mais c'est vrai que le musée, c'est une institution qui aujourd'hui regarde énormément le monde du jeu vidéo. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des recherches pour mon master sur le sujet, sur comment aujourd'hui on traite le jeu vidéo dans le patrimoine et comment on le stocke, ce jeu vidéo qui est devenu patrimoine aujourd'hui, comment on fait pour le sauvegarder. Et c'est des questions qui sont très compliquées parce qu'on parle de numérique pur et de 2 objets différents. On a l'objet matériel avec la console, les manettes, tout ça, les jeux vidéo physiques, et l'immatériel avec le jeu en lui-même. Et c'est très compliqué de stocker les 2 éléments et c'est super intéressant de voir comment on va se débrouiller pour sauvegarder tout ça plus tard. Et c'est vrai, du coup, moi j'arrive là avec le musée numérique et moi, là où le jeu vidéo c'est assez intéressant, c'est qu'on essaie de rendre le plus ludique possible l'apprentissage. Aujourd'hui d'ailleurs dans les écoles, on parle beaucoup de jeux vidéo pour apprendre. Je pense particulièrement à l'histoire. Il y a des jeux qui font comme Assassin's Creed. On peut citer le plus connu et celui qui est le plus utilisé d'une certaine manière, ça va être Assassin's Creed, où l'histoire, même si elle est tout de même très stéréotypée, il faut le dire, ça reste une bonne entrée en la matière, au moins de présenter la chose. Et beaucoup d'éditeurs cherchent à se dire pourquoi pas essayer d'aller dans le réalisme. Et si on continue de parler d'Assassin's Creed, ils avaient sorti, je crois que c'est Odyssée je peut-être me trouve Lequel ? C'est l'Égypte. Non, c'est pas Odyssée. C'est pas Origine. C'est Origine, voilà. Ils avaient créé un tour dans leur jeu où on pouvait aller visiter tous les monuments qui avaient été créés dans leur jeu. Je sais plus comment ils l'avaient appelé précisément, mais ça avait même été au Louvre, au British Museum. Ils avaient créé toute une expo à partir de là. Et ça, c'est des exemples super intéressants quand le jeu vidéo rentre en relation avec le musée. Et on a de plus en plus d'exemples et c'est cool que des grosses institutions comme Ubisoft se mettent dedans, mais pas que, il y a aussi de l'indépendant, il faut en parler, qui créent énormément de jeux qui vont aller vers le réalisme, vers le pur historique. Et ça, c'est toujours une question super compliquée, mais je pense qu'on prendrait des heures à rentrer. Il y a des exemples moins romantiques, on va dire, avec l'histoire qui est moins romancée que Assassin's Creed, avec par exemple Myst, si je me souviens bien, qui était un jeu où il y avait beaucoup d'exploration historique, non ? Historique, je sais pas sur trop, Myst. Non. Tu dirais pas trop ? Pas trop historique, non. Mais oui, après, il y a d'autres jeux qui essaient de prendre ça en compte. Je pense à Kingdom Come Deliverance. Celui-ci, ça c'est vraiment un jeu qui a été
travaillé en pensant d'abord à l'histoire parce qu'ils ont recruté une historienne pour créer leur jeu vraiment en temps complet. Hein. Donc elle était là pour dire non, ça va pas, faut que vous retiriez, ça n'existait pas, tous ces genres de choses-là. Et du coup, c'est super intéressant de se dire que dans les futurs métiers des humanités numériques, il y aura peut-être des historiens de l'art qui travailleront en collaboration avec toutes ces personnes qui créent des jeux vidéo. Et donc là, la relation musée, patrimoine et jeux vidéo, elle est complètement faite et j'espère qu'on va aller vers ça de plus en plus. C'est en plus vers des histoires un peu plus originales parce que souvent quand on joue à God of War, Immortal Phoenix Rising, c'est la même mythologie qui revient. C'est des stéréotypes mais qui ont été créés depuis super longtemps en fait, quand on y pense, même avant le jeu vidéo, dans la littérature, dans le cinéma, et comme tout a une influence, le jeu vidéo va bien évidemment s'influencer de cette littérature et de ce cinéma, et c'est comme ça qu'on obtient ces stéréotypes qui sont toujours super présents dans les jeux. Rien que dans les derniers Assassin's Creed aussi, je sais qu'il y a des DLC où ça va rajouter de la mythologie et tout. Enfin, c'est pas pour rien, c'est parce que ça parle aux gens, et surtout c'est universel. Et c'est ça le gros problème du patrimoine dans le jeu vidéo, c'est qu'il faut que ça parle à tout le monde. Sinon Assassin's Creed, Unity du coup c'est celui de la Révolution. Voilà. S'il y a comment dire, s'il y a le drapeau français, s'il y a le chant, l'hymne national français, la Marseillaise, alors qu'ils ne sont pas du tout à cette époque-là dans le jeu, c'est parce que ça a parlé à tout le monde. Ça a parlé aux Japonais, ça a parlé aux Américains, ça a parlé aux Espagnols, etc. Et il y a des compromis à trouver. Voilà, et c'est pour ça qu'on parle de stéréotypes historiques dans les jeux vidéo, c'est parce que ça va parler à tout le monde. Et des AAA comme les Assassin's Creed, il faut que ça parle à tout le monde, sinon ça se vend pas. Mais c'est toujours ça le truc côté compliqué entre une forme de balance. Voilà, il faut du réalisme historique, mais en même temps, il faut que ça parle à tout le monde. D'accord. Voilà. Et toi, là, c'est bien déjà que tu viennes mixer les deux. Est-ce que tu as une affinité particulière avec le jeu vidéo qui fait que tu préfères être dans cet espace-là et que tu trouves que le ludique du jeu vidéo est une bonne porte d'entrée vers l'art? Absolument. Moi, du coup, j'ai un étude d'histoire de l'art, mais vraiment pur et super classique, super ennuyant. Et c'est pour ça que quand j'ai fait mon master, je me suis tout de suite retiré de cet aspect-là qui ne sert plus à rien pour moi, je trouve. Même dans les musées, on travaille plus vraiment l'aspect très classique de l'art. On va essayer de numériser les choses et de travailler sur la médiation numérique. Et ça, c'est vraiment le futur dans nos institutions muséales, ils le savent très bien. Hein. C'est que aujourd'hui, il faut de la tablette, il faut des casques, il faut de l'interaction avec les œuvres. Je sais qu'il y a plein de musées qui, par exemple, tu t'approches devant une œuvre, tu vas avoir de la musique, tu vas avoir une personne qui parle devant toi, t'expliquer le truc. Le numérique, c'est super important pour la médiation parce que ça permet de pas juste être debout devant une œuvre et de se dire je me liquéfie devant ce truc, alors que ça ne veut rien dire. Les œuvres, on peut les interpréter n'importe comment. Et si on veut une véritable médiation super efficace et qu'à la fin, quand on sort du musée, on se dit putain, j'ai appris un truc, et voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas juste dire aux gens allez voir une œuvre dans un musée. Non, il faut essayer qu'il y ait une interaction numérique. Et ça, les gens tout de suite, ça leur parle, ils sont beaucoup plus intéressés. Il faut les mettre en immersion. C'est assez drôle parce que je jouais à Mass Effect 3 il n'y a pas longtemps, le remake, et j'arrivais dans une pièce, parce que Mass Effect 3 il y a une grosse histoire, qui n'a rien à voir avec l'histoire réelle, mais cependant, j'arrivais dans certaines pièces où il y avait des sortes d'hologrammes qui racontaient la période, par exemple là où les races se sont rencontrées, les Turians et les humains, des choses comme ça. Et ça me fait penser à ce que tu dis. C'est qu'on arrive à la musique qui se déclenche, il y a des voix qui racontent. C'est mieux que de prendre juste des datapads avec un texte, un pavé de texte que je lis jamais. Mais ce que tu dis, c'est super intéressant et super important. Parce que depuis quelques années, j'ai remarqué, alors ça c'est vraiment un truc personnel, je trouve qu'il y a de plus en plus de musées dans les jeux, en fait. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Mais il y a plein de jeux où à un moment ils te disent oui, il y a une petite porte secrète quelque part, et ça t'amène dans un lieu où tu vas avoir tous les skins des monstres, tous les skins des personnages, un rappel, voilà, une sorte de bestiaire, mais vraiment où tu te déplaces en 3D avec ton personnage et tout, tu as des petits easter eggs, des trucs comme ça, mais c'est un vrai musée en fait. Et les gens ils se disent ouais putain, c'est vrai que ça ressemble à un musée où je peux aller me balader, il y a des petites explications, parfois les développeurs qui te font des petites blagues, et il y a beaucoup de ça dans les jeux indés. Je pense par exemple, comment ça s'appelle, le jeu où c'est un jeu indépendant, tu te déplaces dans plein de couloirs, il y a une voix off qui te parle, qui te dit Stanley Parable. Stanley Parable, t'as un musée dans le jeu à un moment, tu peux découvrir le musée. Il faut aller loin dans le jeu pour le découvrir. Je ne suis pas allé assez loin. Non. Et juste ça m'avait frappé parce que je dis ah ouais, encore un truc ici. Et je suis super content de voir ça parce que je me dis si on continue dans cet élan-là, ça veut dire que de plus en plus de gens vont se découvrir des petites passions, à se dire ouais, je pourrais peut-être aller visiter le petit musée de ce jeu et tout. Et ça a l'air de rien comme ça, mais c'est du patrimoine qui est créé à l'intérieur de ces jeux en fait. On n'y pense pas, mais d'idolâtrer
comment dire, des structures qu'on a créées dans un jeu et les mettre en avant comme ça, je trouve que c'est super intéressant. Il y a un bon parallèle, hein, et quelque part, on voit que les jeux développent de plus en plus un lore assez complet, avec même des mythologies internes. Par exemple, dans Doom, il y a une forme de mythologie interne. Doom est devenu un personnage mythologique dans le dernier. Il y a Metal Gear qui a son histoire un peu particulière, mais qui a des personnages qui reviennent, qui sont érigés en héros, il y a un passé. Il y a un lore. Scroll, voilà, je pense les RPG en général sont des typiques exemples d'influence littéraire. C'est-à-dire qu'au début, dans la littérature fantastique, on avait des super grands auteurs. Bon, j'ai cité Tolkien parce que c'est quand même je pense que comme ça tout le monde le connaît. Il a créé une mythologie incroyable à travers ses œuvres, si on va un peu plus loin que Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Et quand on lit ça, on se dit mais ça donne des trucs géants. Et du coup, il y a des jeux vidéo qui sont beaucoup inspirés de ces histoires-là. Ils se sont dit go aussi créer une mythologie aussi compliquée. Alors au début c'était pas le cas parce que d'abord il faut le coder le jeu et ensuite tu crées l'histoire plus tard. Et déjà d'ailleurs au début dans les jeux souvent il n'y avait pas trop d'histoire dans le jeu, c'était sur les papiers, les jaquettes où tu disais le truc, c'est quoi, ça veut dire quoi l'ennemi là, d'où il vient et tout, ça vient de quelle province quoi. Et plus tard ils ont vraiment instauré à l'intérieur des jeux des véritables scénarios très complets avec des bouquins posés partout par terre où tu vas lire l'histoire du jeu. Et c'est un truc qui n'a rien à voir avec le gameplay normal d'un jeu où tu avances, tu défonces tes ennemis, tu sauves la princesse, etc. Et là, d'un coup, tu as un bouquin dans le jeu et il te dit « Stop, tu vas lire un petit peu d'histoire de mon jeu ». Et ça, c'est vrai que c'est aussi super intéressant parce que tu te dis « On va aller plus loin, on va chercher à patrimoiniser ». Comment je pourrais dire Oui, c'est un bon terme, ça se comprend. Patrimoiniser. Je sais pas si c'est un bon terme. On va créer du patrimoine, comme ça on a l'air un peu plus français, sur le jeu. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est ce qu'ils cherchent de plus en plus à faire dans les nouveaux gros jeux. Et moi, je me disais, par exemple, d'un Dark Souls, il n'y a carrément pas d'histoire si on ne cherche pas à faire cette démarche-là. Dark Souls, c'est un exemple très, très particulier. Il faut faire cette démarche d'aller fouiller, d'aller lire, d'aller consulter les... Regarder l'histoire des armes, les origines, pour découvrir l'histoire. Pour moi, Dark Souls, c'est un coup de génie en fait. Exact. Parce que je l'ai étudié du coup pour mes études. Parce que du coup, je parlais du patrimoine dans les jeux vidéo. Et Dark Souls, c'est clairement un jeu qui s'est dit je vais regarder ce que c'est que le gothique, que la Renaissance, que le Moyen-Âge, etc. Toutes ces formes qui sont incrustées dans la tête des joueurs qui adorent les trucs fantastiques, fantasy et tout. Et il a recréé cet univers super gothique, super Lovecraftien aussi, qui avait beaucoup repris ces idées-là, dans un jeu et qui s'est forgé une image, mais tellement importante dans l'histoire du jeu vidéo, que ce serait compliqué, je pense, de recréer quelque chose d'identique, quoi. Et du coup, c'est pour ça que c'est impressionnant. J'ai adoré travailler sur ces sujets-là quand j'étais en études, c'est de se dire, ils ont créé du patrimoine à l'intérieur du jeu vidéo. Mais ça, c'est super compliqué de le faire comprendre à des gens qui sont pas du tout dans le jeu vidéo. Et c'était marrant parce que quand je faisais mes études et que j'ai réalisé ce master sur ça, je me suis dit mais personne ne va vouloir travailler avec moi. C'est des mecs super classiques qui parlent d'art, mais d'un truc antique, grec ou quoi, en reprenant des mots de vocabulaire super précis. Sauf que moi aussi, je l'ai fait ça. Quand j'ai travaillé sur ces projets de patrimoine dans le jeu vidéo, je reprenais du vocabulaire que j'avais appris en histoire de l'art, j'ai repris des dates, j'ai tout cité avec tout ça comme il faut. Et je me suis rendu compte que mes correcteurs, ils se sont fait « Ah ouais, on peut aller aussi loin. » Oui, on peut aller aussi loin en fait. Parce que les développeurs qui aujourd'hui veulent créer des jeux historiques, je pense par exemple à la simulation militaire, rien que ça, ils vont numériser des armes au pixel près pour que tu aies vraiment cette impression. Et on peut aller encore plus loin en disant qu'ils vont créer du patrimoine matériel avec ses armes, avec ses tanks, ses voitures qui reprennent du coup des vraies guerres qui ont lieu, mais ils recréent en même temps l'événement de la guerre, c'est-à-dire qu'on le joue. Et ça, c'est je trouve un plus, c'est pas un truc politique ou quoi. C'est une immersion. C'est une immersion, voilà, plus ça. C'est-à-dire que quand on va dans un musée, quand on va au musée de la guerre 80 ou quoi, la guerre Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre d'Afghanistan, etc. On a ces exemples matériels des objets qui ont existé, mais il n'y a pas ce côté comment ils ont vécu la guerre. Le contexte, etc. Et les jeux de guerre, d'une certaine manière, et surtout ceux qui se veulent simulation à fond, recréent ça d'une certaine manière. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, tout ça, c'est des débats qui existent. Un jeu de simulation, ça a toujours eu ces débats-là, surtout quand ils ont été au début vraiment importants, quoi. Mais voilà, c'est une forme de patrimoine qu'il faut prendre en compte.
Et même s'il y a une influence politique, c'est quand même intéressant de pouvoir rentrer dedans et peser un peu le poids des choix. Oui. Ah oui, oui. Parce que quand on doit appuyer soi-même sur la gâchette, ça n'a pas le même impact. Ah bah effectivement, mais de Voilà. toute façon, et tu parles du poids des choix et surtout de l'influence que ces jeux militaires ont eu, c'est qu'au début, et si on parle de jeux militaires particulièrement, c'est le côté américain, le côté Voilà. sauveur, les côtés, et surtout, Pour ne pas citer Call of Duty. voilà, c'est ça. Et surtout aussi, ça faut le dire, si on parle vraiment fait historique, c'est que après les différents attentats qu'ont connus les États-Unis, il y a eu énormément de sorties de jeux de guerre qui justement étaient en lien avec toutes ces idées-là. Donc c'est pour ça que pour moi le jeu, il ne faut pas le prendre à la légère. Il y a vraiment des influences politiques et historiques derrière ces jeux, et surtout dans la création d'une mythologie derrière ces jeux et d'une idée. Il y a toujours une idée politique derrière les jeux, hein, finalement, surtout ceux qui parlent de guerre, surtout ceux qui parlent de misère ou autre. Enfin, il y a des vrais choix qui sont pris par les développeurs et qui ont une idée bien en tête. C'est pas un jeu qui sortirait en Iran et un jeu qui sortirait aux États-Unis sera complètement différent. Et j'en ai vu quand j'ai travaillé sur le sujet que des jeux qui justement étaient anti-américains, t'allais défoncer de l'américain. Des jeux vietnamiens, il y avait un jeu vietnamien qui était sorti pendant quelques temps après la guerre, qui justement reprenait le côté vietnamien des choses. Voilà, c'est vraiment, il y a des grosses nuances à faire en fait par rapport à la politique du pays où tu vis et où tu vas créer ton jeu. Bah c'est sûr. De toute façon, déjà, le cinéma, lui, il est influencé politiquement, mais le jeu vidéo, il va plus loin parce que déjà, il touche à un âge un peu plus sensible où c'est la réalité qu'on va se façonner au final. Et quand on est en train de participer à la chose, on se sent, entre guillemets, complice et plus embarqué. Oui, voilà. J'ai défendu les États-Unis en jouant au jeu, donc c'est quand même une vision dans laquelle je m'inscris au fur et à mesure que je grandis. Donc il y a une grande influence, oui, dans le jeu vidéo, ce n'est pas anodin. C'est sûr. Et là, je continue, j'extrapole la chose, mais même la censure, c'est super intéressant d'observer ça, comment ça se passe dans le jeu vidéo, parce que ça touche le patrimoine, en fait, directement, si on continue à faire le lien. C'est-à-dire que moi, je pense à l'immense projet qu'ont réalisé, maintenant que j'y pense, j'ai plus le nom, c'est la bibliothèque dans Minecraft. Peut-être que toi on a vu la news il y a pas longtemps. Ouais, j'ai plus le nom de la bibliothèque, mais du libre accès ou un truc comme ça. C'est ça. Mais en gros, c'est tous les documents, interviews, journalistiques, etc. De pays qui censurent vont être reprises et traduits dans 3 langues différentes, je crois. C'est anglais, russe et de la langue de base. Ou je sais plus, mais en tout cas, il y a une traduction qui permet à tout le monde de pouvoir les lire. Et du coup, ils sont stockés dans cette bibliothèque en format livre comme dans Minecraft. Et ça, c'est une idée géniale en fait, parce que c'est vraiment le jeu vidéo va permettre de conserver. Et le mot conserver, c'est super important quand on parle de patrimoine. J'en parlais tout à l'heure un petit peu. Comme on enregistre, comme on sauve ce patrimoine, on le conserve. Et là, c'est un truc de dingue. On le conserve dans des jeux vidéo. Et ça, je trouve ça fou, c'est qu'on va conserver des éléments dans le monde réel qui sont détruits dans le jeu vidéo. Alors là, on parle de texte, c'est assez particulier. Mais à l'avenir, des éléments qui ont été détruits se retrouveront peut-être dans des tableaux. Et ça revoit toute la question de l'accessibilité de l'information. C'est ça. Parce qu'on va y accéder par des biais qui sont un peu plus libres et différents, plutôt différents, oui. Ouais, c'est vrai que ça va bien loin. Ça va bien loin, mais c'est une réalité finalement. Tu parlais de tableaux tout à l'heure, des tableaux qui peut-être, je sais que ça existe, les incendies dans les musées, il y en a eu un il y a quelques années au Brésil. C'est terrible, mais en même temps, si par exemple il y avait un tableau super célèbre, alors bien évidemment aujourd'hui tous les musées numérisent leurs œuvres, je l'espère, et, pas tout le monde qui le fait, mais on pourrait par exemple imaginer qu'un jeu à un moment se passe dans tel ou tel pays, qu'ils ont numérisé des œuvres du pays pour donner un peu plus d'environnement dans le truc, et hop, une œuvre qui a sauté dans un pays, qui n'avait pas de double ou quoi, se retrouve dans le jeu vidéo. Donc elle est un petit peu gravée dans le marbre, mais par une interface qui est complètement différente. Et ça, c'est assez intéressant. C'est bien ce que le projet, en tout cas, il est très intéressant parce que moi, c'est ce que je regrettais souvent dans tout ce qui est art et musée. C'est que pour moi, une œuvre, c'est une immortalisation d'un moment de l'histoire. Et il y a tout un avant, pendant et après. Parce que c'est la photographie d'un moment précis, peut-être sous l'angle en tout cas de celui qui a peint l'œuvre. Mais il manque parfois le contexte, l'avant. L'après et éventuellement le pourquoi. Par exemple, dans la microfolie, on a des petites vidéos.
il y a beaucoup de vidéos 360 aussi qui tournent. On a une bonne collaboration avec Arte par exemple. Et je sais qu'ils ont créé énormément de vidéos qui expliquent comment l'artiste en est venu à là, qu'est-ce qu'il a voulu créer, on suit un petit peu les démarches, on voit quelle technique il a pu utiliser. Et ça, c'est tout de suite plus parlant plutôt que d'être devant l'œuvre finie. Et être justement devant un petit cartel de 3 lignes, je déteste les cartels à 3 lignes, et qui t'explique vite fait, ouais, voilà, c'est ça. Il y a une vraie personne qui t'épaule et qui te prend en main. C'est pour ça que je disais, le numérique dans le musée, c'est vraiment l'avenir, parce qu'il y a une médiation supplémentaire, pas chiante, j'espère souvent, et qui est nouvelle en fait. Les gens ne sont pas habitués à rentrer dans un musée et se dire ah ouais, il y a des gens qui parlent, il y a une petite voix, ah ouais, tu peux bouger l'œuvre, tu peux comparer avec d'autres œuvres, parce que ça aussi c'est super important, c'est de se dire je vais pas juste regarder une œuvre au pif dans le musée, je vais pouvoir la comparer avec les travaux de l'artiste et tout. Ah oui, ok. Et on n'est plus seulement dans comment dire, se forger une image d'une œuvre super importante dans le monde, on va aller chercher plus loin. On va se dire ah ouais, il a fait ça. Bah, je vais aller voir ce qu'il a fait d'autre. Bah, le musée me le permet, c'est parti. Et ça, c'est super parce que du coup, on démocratise l'art et les gens se sentiront plus débiles devant une œuvre alors qu'ils n'ont pas à se le sentir parce que c'est pour tout le monde. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Nous, dans la microfolie, l'objectif, c'est pas de faire de l'élitisme. C'est clairement pas l'objectif et je pense que ça ne devrait plus être l'objectif aujourd'hui parce que le monde de l'art, on a l'impression que c'est fermé parce que ceux qui en parlent se ferment à ça, quoi. Okay. Tu vois, pour moi c'est un monde très différent, mais le marché de l'art par exemple, je connais pas beaucoup de monde de mon entourage alors que je suis dans le milieu qui le fréquente, quoi. Et parce que c'est super fermé en fait. Et, bon, après, je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais le marché de l'art, il y a tout un commerce parallèle tout autour. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a de très bons livres aujourd'hui qui sortent sur le marché de l'art et qui dénoncent pas mal de contrefaçons, de choses qui sont pas des vraies œuvres en fait. Voilà. Et puis il y a des systèmes d'école qui doivent valider une œuvre pour qu'elle puisse être une transaction. Enfin, peu importe. C'est assez éloigné de nous parce que nous, on va chercher la vulgarisation. Et c'est bien, en plus, le côté tablette, c'est qu'on a l'impression de toucher, parce qu'au musée, souvent, on ne peut pas toucher les choses. Voilà, là, on a l'impression de toucher, de pouvoir jouer, de regarder sous différents angles. En plus, l'angle, que ce soit sur la 3D, est important, mais l'angle, comme par rapport aux autres œuvres de l'artiste, c'est un angle aussi. Oui, bien sûr. Parce qu'on compare par rapport aux autres visions qu'il a, ça permet de mieux comprendre pourquoi il avait fait ça comme ça, c'est quoi son style. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message. C'est beaucoup plus important de regarder une œuvre de cette manière-là que de juste en regarder une et de se dire bon bah voilà, je connais même pas le nom mais je l'ai vu. Mais c'est bête parce que c'est vrai que quand tu peux rentrer dans un musée très classique, tu vas devant une œuvre, tu regardes du fait le titre que tu oublieras 3 secondes après et tu t'en vas. Et plutôt que de faire ça, plutôt aller vers une œuvre que tu as vue vite fait dans la microfolie, parce qu'en plus, nous, on a un système où les œuvres défilent, c'est une espèce de playlist qui défile très vite en vidéo. Et du coup, il faut vite choper l'œuvre que tu veux voir, parce que du coup, elle t'a donné un truc, tu vois, tu te dis, ah ouais, ça m'a marqué, j'ai envie de voir ce que c'est. Et du coup, comme tu es tout de suite en interaction avec l'œuvre sur la tablette, bah, tu dis ah ouais d'accord c'est ça, je peux aller zoomer en plus pour voir tous les détails parce que c'est ça qui est aussi impressionnant dans la microfolie, c'est que tu peux aller voir jusqu'au détail dans la toile, quoi. Et du coup pour travailler sur comment il a utilisé cette technique et tout, c'est super intéressant. Et en plus pour les enfants tu as plein de mini-jeux, tout ça, c'est vraiment assez complet. Et puis après derrière moi je suis là avec des collègues qui sont aussi dans l'histoire de l'art ou quoi, et du coup on peut aller faire un petit plus derrière. Et du coup, c'est ça qui est super sympa. Moi, j'ai une question du coup. Vu que ces microfolies permettent par exemple aux jeunes écoles, aux jeunes écoliers, etc., de découvrir l'art. Mais cet art, vu qu'elle reste numérique, on ne verra pas l'original en fait. Est-ce qu'il y a des projets qui sont prévus pour emmener justement ces jeunes voir des vrais musées? Ah bah, ce serait super cool. Non, mais en vrai, oui. Bah, je pense que déjà sur Paris, ils doivent le faire. Parce que du coup, ils sont à côté de leur musée. D'ailleurs, je trouve ça dommage que les microfolies s'installent beaucoup à Paris et pas aux alentours. J'ai vu beaucoup plus de microfolies dans la région parisienne en tout qu'autre part. Mais bon, c'est aussi des choix politiques. Ça, on peut pas en vouloir. Mais c'est aussi le fait, de plus tard, que ces enfants-là qui auront vu ces œuvres-là se disent ah ouais, je l'ai déjà vu quelque part. Ah bah, c'était à la microfolie. Et c'est ça qui est super important, c'est que même si ces enfants ne vont pas tout de suite voir ces œuvres parce que conditions familiales, ils n'ont pas forcément l'argent pour aller jusqu'à Paris, ça coûte cher, et les musées à Paris peuvent coûter aussi cher, même si aujourd'hui il y a quand même des choses qui sont faites pour que les enfants puissent avoir accès à la culture. Faut pas se leurrer, c'est quand même un prix, et surtout puis même le trajet, il faut y aller, il faut rester, il faut revenir, la restauration, les parents qui puissent aller jusqu'à là-bas, poser des congés, voilà, c'est pas facile pour tout le monde, ça il faut vraiment le prendre en compte.
Et du coup, là, ils vont avoir une première approche de ces œuvres, souvent avec des ateliers en plus, parce que c'est ce qu'on propose à la Microfolie. Donc, c'est pas seulement regarder une œuvre et se dire, ouais, bon, bah, c'est sympa. Non, on va travailler dessus. Archimpoldo, par exemple, on a fait plein d'œuvres sur le sujet, sur le paysage, sur le portrait, sur plein de sujets très gros de l'histoire de l'art finalement. Mais on va voir les gros titres des œuvres, mais les retravaillant après. Et quand ces enfants-là, un jour, iront dans un musée et verront ça, ils diront « Ah, je connais ». Et ça c'est super. Parce que du coup, on aura réussi à apprendre à ces gosses qui n'auront jamais été dans un musée, à connaître déjà les œuvres qu'ils vont voir. Et ça, pour moi, c'est déjà une réussite. Ouais, c'est vrai. Et là, comment au niveau de la réception, pour l'instant, ça fait combien de temps que tu es dedans? Alors, moi, ça va faire bientôt 2 ans. 2 ans. Donc, je suis arrivé en stage, en fait. Et finalement, je suis resté. Ah. Et comment c'est reçu? C'est plutôt très bien reçu en fait. Alors, on n'a pas non plus énormément de monde qui vient. Ça reste dans la médiathèque, donc c'est plutôt un lieu passager en plus. C'est-à-dire que moi, j'ouvre pendant que la médiathèque est ouverte, et donc les gens ils croisent la porte ouverte, ils se disent ouais, il y a de la lumière ici, qu'est-ce que c'est? Et on n'est pas encore vraiment un lieu très marqué avant d'œuvre, mais j'espère que ça va se faire. Et c'est surtout que quand je suis arrivé, il y avait la crise qui a débuté, donc ça n'aidait pas beaucoup. Oui. Voilà. Okay. Mais j'ai envie quand même qu'on commence à être un peu plus visible. Et c'est pour ça l'idée, c'est ne plus seulement être sur place, parce que du coup on attire finalement pratiquement que les personnes qui sont à la médiathèque, qui du coup regardent les pubs qui sont dans la médiathèque, les communications. Et ils viennent, ils sont super intéressés, ils disent ah oui, c'est quand la prochaine et tout. Donc moi ça fait plaisir. Les enfants, du coup nos ateliers, on essaie d'en proposer un certain nombre, et il y a toujours beaucoup de monde, donc ça c'est super. Mais il faut qu'on aille plus loin. Et le plus loin, c'est les microfolies mobiles. C'est quelque chose que la Villette est en train de pas mal diffuser. C'est-à-dire qu'on va avoir des packs. Donc avec un pack, par exemple une boîte avec à l'intérieur un grand écran, 30 tablettes, un pack avec une imprimante 3D, un pack avec une petite ludothèque intégrée, et tout ça on va pouvoir le bouger partout dans la ville. Et ça c'est super, parce que je vais du coup aller en bas des HLM, sortir mon truc et dire venez, c'est gratuit, vous pouvez venir voir ce que c'est. Et ça c'est juste génial, parce que du coup on va directement chez les gens et on leur dit venez, on va vous faire découvrir des trucs. Ah excellent. Voilà. Tu vois, en plus là, 22 Ring Games, c'est très bien, mais c'est tous les 2 ans. Donc du coup, ça fait qu'entre deux, tu as beaucoup d'événements où tu seras présent, que ce soit un événement ou que ce soit au quotidien. J'ai même pas besoin d'événements, c'est ça, c'est que je peux... Tu crées l'événement. Je peux créer l'événement. C'est ça qui est cool. Mais c'est la volonté en fait, c'est vraiment de permettre aux gens que les musées abandonnent, parce que les musées ils vont pas se mettre de la pub au milieu des HLM ou quoi. Les musées ils se disent ces gens-là, je critique pas les musées en disant ça, je dis c'est une idée générale, c'est de se dire ces gens-là ils sont peut-être pas intéressés par les musées, c'est pas un public, et c'est vrai, c'est pas un public de musée, donc ils ont raison d'une certaine manière. Il y a deux a priori, il y en a deux côtés, voilà, du côté du musée et du côté de ceux qui sauf que pas du tout, parce qu'il y a des gens qui sont super intéressés par le patrimoine, par l'histoire, par l'art dans ces milieux-là, et quand on y va, on voit qu'il y a des gens. Moi, j'ai des personnes qui viennent dans la Microfolie, qui parlent pas un mot de français et qui sont super contents de voir des trucs comme ça. J'ai eu des gamins qui parlaient pas un gramme français, et je leur ai aidé à créer des petites œuvres et tout. Et moi, ça me touche beaucoup de faire ça, parce que je me dis que j'aide en fait. Et ça, c'est juste génial. Donc, voilà. Je suis bluffé. En tout cas, merci à toi, Jordan, d'être venu avec nous. Et merci à la vente de Vingame qui a permis justement de croiser ces genres, l'e-sport et l'art, qui se retrouvent. L'un et l'autre servent l'or. Il y en a qui servent le lore du jeu vidéo, il y en a qui servent l'histoire et l'art, qui nous fait redécouvrir. Donc, merci à Jordan et Microfolies de nous avoir présenté leur projet et de nous avoir donné un peu la suite, notamment avec le Microfolies mobile. Qui est vraiment, ça c'est excellent. Ouais, on attend d'avoir tout ça. On croise les lancera là aussi pour ça, pour couvrir cet événement. Super. Que tu créeras. Et comme d'habitude, donc Izu DW avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz en direct de Vendeur Ring Game. Et j'étais avec Jordan de Microfolies. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci à toi.